Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derka Yurkia. Donc, on va continuer sur les TP concernant le module architecture des ordinateurs, abréviation ADO. Ok. Donc, dans une vidéo précédente, on a vu comment installer l'outil qu'on utilise dans nos TP qui est le simulateur QT-SPIM. C'est un simulateur du langage assembleur MIPS. Ok. Donc, on a vu comment l'installer. Donc, dans cette vidéo, on va lancer un premier programme avec le langage assembleur MIPS qui s'appelle Hello World. Bien. Donc, avant d'entamer le TP, on va essayer de se familiariser avec ce simulateur. Donc, il faut savoir que le simulateur QT-SPIM n'est pas un compilateur. Il simule le comportement de l'application, c'est-à-dire du programme qu'on écrit sur le processeur de la machine. OK? Donc, sur le plan, c'est-à-dire il nous montre les différentes utilisations des constituants du processeur vis-à-vis de l'application. Ça, c'est une petite remarque qui est quand même importante. Bien. Maintenant, on va se familiariser avec ce simulateur. On va essayer de voir les constituants de l'interface du simulateur QT-SPIM. Donc, lorsqu'on lance QT-SPIM, OK, la fenêtre principale contient 3 sections principales. Donc, avant de terminer, je vais lancer QT-SPIM. Donc, j'ai déjà installé QT-SPIM. J'ai le raccourci ici dans mon bureau. Donc, vous voyez ici le raccourci QT-SPIM.exe, l'exécutable. Donc, je vais le lancer. OK. Donc, vous voyez qu'une fois que je lance le simulateur, j'obtiens cette interface ici, c'est-à-dire, on peut dire, la page d'accueil ou bien l'interface ou bien la fenêtre principale du simulateur. Bien. Donc, on remarque qu'elle est formée de 3 parties. Il y a cette partie-là, la première colonne, qui est la colonne des registres, ou bien le panel, ou bien le panneau. Il y a le panneau des données et le panneau des textes. Et on remarque ici, il y a un autre panneau ici, des messages. OK? Donc, on va récapituler dans la diapo. Bien. Donc, la fenêtre principale du simulateur QT-SPIM contient 3 sections principales. Il y a le panneau des registres, le panneau de la mémoire et le panneau des messages. Bien. Donc, j'ai ici fait une capture d'écran de l'interface. Donc, on remarque déjà, on a un menu. Donc, on a un file, c'est-à-dire pour pouvoir charger les fichiers et ainsi de suite. On va voir après les différentes options de chaque c'est-à-dire fenêtre. On a simulateur. Vous voyez que déjà, le langage utilisé dans l'interface, il est en anglais. Simulateur, register, text, segment, data segment, window and help. OK? Donc, vous voyez qu'il y a toujours des raccourcis ici pour pouvoir, c'est-à-dire des raccourcis pour telle ou telle fonctionnalité. Bien. Donc, on remarque que la fenêtre principale contient 3 panneaux, ou bien panels en anglais. Donc, il y a le panneau des registres, le panneau de la mémoire et le panneau des messages. Donc, ça, c'est le panneau tout à gauche, c'est le panneau des registres. Vous voyez qu'il y a les registres ici pour les floats et pour les integers, c'est-à-dire pour les réels et pour les entiers. OK? Et il y a le panneau mémoire. Le panneau mémoire contient deux structures. Il y a la data et le texte. OK? Et on remarque ici, il y a le panneau message qui est tout au-dessous. OK? Bien. Donc, on va en parler un petit peu sur le panneau des registres. Donc, premièrement, le panneau de registre, comme illustré ici, ça c'est le panneau des registres. OK? Donc, on voit ici qu'il y a des registres de R0, R1, R2, R3, etc. OK? Et on a ici, c'est-à-dire on peut les manipuler pour manipuler des variables, ou bien, c'est-à-dire on peut utiliser ces registres-là pour stocker c'est-à-dire des valeurs, ou bien pour manipuler des bits, ainsi de suite. On va voir ça dans des programmes en détail. Bien. Donc, le panneau registre illustré ci-dessous affiche le contenu de tous les registres MIPS. Donc, il nous donne tous les registres qui sont, c'est-à-dire contenus dans le processeur. OK? Bien. C'est-à-dire le registre MIPS. Donc, il y a 2 onglets dans ce panneau. Il y a un pour les registres à virgule flottante et un pour les registres d'entier. OK? Donc, les registres d'entier comprennent des registres à usage général, donc de R0 jusqu'à R31, ainsi que des registres à usage spécial tels que le compteur du programme PC. Donc, vous remarquez ici qu'on a ici 2, c'est-à-dire onglets. Il y a l'onglet de registres à virgule flottante et il y a le registre des entiers.
Et on remarque ici qu'il y a c'est-à-dire des registres à usage spécial, comme le registre PC ici. OK? Donc les registres de R0 jusqu'à R31, c'est des registres à usage général pour stocker des valeurs de variables, pour manipuler des bits, ainsi de suite. On va voir ça dans des programmes. Maintenant, il y a le deuxième panel ou bien le deuxième panneau qui est le panneau mémoire, de la mémoire. Il comporte deux onglets. Il y a l'onglet des données ou bien data en anglais et il y a l'onglet texte ou bien texte en anglais. Donc, on remarque ici que pour la partie ou bien le panneau de la mémoire, il y a deux onglets. Il y a l'onglet data et l'onglet texte. OK? Donc, l'onglet texte affiche le contenu de l'espace mémoire du programme. Donc, de gauche à droite, cela comprend l'adresse mémoire d'une instruction en hexadécimal qui est indiquée en parenthèse. Donc, on remarque ici que pour le panneau, c'est-à-dire pour le panneau, l'onglet texte, il y a 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc, la première colonne, ici, c'est-à-dire on parle de gauche à droite, la première colonne, c'est l'adresse mémoire d'une instruction en hexadécimal. Vous voyez que l'hexadécimal, c'est le codage du langage machine. Donc, ça, c'est l'adresse mémoire en hexadécimal, tout à gauche. La deuxième colonne, le contenu de cette adresse mémoire en hexadécimal sous forme binaire. Il s'agit de l'instruction MIPS actuelle que le processeur exécute. OK? Donc, ici, on a l'adresse mémoire. Ici, le contenu de l'adresse. Et c'est-à-dire, c'est le contenu de l'adresse vis-à-vis, c'est-à-dire l'instruction qui est actuelle. C'est-à-dire, on a chargé un programme, on l'a exécuté. Donc, lorsqu'on charge le programme, ça nous donne c'est-à-dire le contenu de l'adresse mémoire, bien sûr en hexadécimal, ou bien sous forme binaire. Donc, il s'agit de l'instruction MIPS actuelle que le processeur exécute. Donc, il nous donne le contenu de cette adresse mémoire, bien sûr en hexadécimal. Puis, il y a ici la troisième colonne. La troisième colonne, c'est l'instruction en langage assembleur. Elle est lisible pour l'homme, pour l'utilisateur, utilisant les numéros de registre matériel affichés en gras. Donc, vous remarquez ici que c'est le langage, ici, c'est un langage assembleur. OK? C'est-à-dire, derrière, il y a encore un langage machine c'est-à-dire que du binaire, que de l'hexadécimal ou bien du binaire. Ça, c'est un intermédiaire. Il est lisible pour lui-même, c'est-à-dire nous comme utilisateurs, on peut le déchiffrer, on peut le comprendre, vous voyez. Donc c'est un langage assembleur, mais derrière il y a plus un langage binaire, c'est-à-dire proprement dit, le langage binaire ou bien le langage hexadécimal proprement dit. Donc ça c'est la troisième colonne qui est en gras, on remarque qu'elle est en gras, donc c'est un langage assembleur qui est lisible, bien, on peut dire compréhensible par l'utilisateur, et il utilise les numéros de registre matériels. Donc vous voyez qu'il est en gras et il utilise les numéros de registre utilisés. Maintenant, la quatrième colonne ici, dans l'onglet texte, c'est le programme en langage assembleur que nous avons écrit en utilisant des noms de registre symboliques et des symboles d'adresse mémoire, affichés en italique. Donc la quatrième colonne, c'est notre programme qu'on a chargé, le programme qu'on a écrit. Et vous remarquez qu'il est en italique. Donc cette troisième colonne, elle est en gras. Et la quatrième colonne, c'est en italique, c'est le programme chargé c'est-à-dire qu'on a chargé, qu'on a écrit. Donc, c'est le programme en langage assembleur que nous avons écrit en utilisant des noms de registre symboliques et des symboles d'adresse mémoire. Et bien sûr, il est affiché en italique. Ça, c'est pour le panneau texte, ou bien l'onglet texte. Pour l'onglet data, ou bien données, il affiche le contenu de l'espace mémoire donné. OK? Donc, cela inclut les variables et les données, ou bien les variables sous forme de tableau que nous avons créés, ainsi que le contenu de la pile, bien la stack. OK? Donc, il y a le contenu ici, data. Vous voyez que j'ai activé l'onglet data. Donc, c'est les données. Vous voyez ici, il y a la stack, user stack, c'est-à-dire la pile affiche le contenu de la pile. Et puis, il y a tous les données. Il affiche le contenu de l'espace mémoire donné. Tout ce qui concerne données de notre programme. Ça, c'est une vue générale de l'interface de notre simulateur QtSpim. Donc, je récapitule, qui est formé de trois panneaux. Il y a le panneau ici
des registres, les registres en virgule flottante et les registres en entier. Il y a ici le panneau de la mémoire qui contient l'onglet des données data et l'onglet texte du programme. Et puis, il y a le troisième panneau qui est le panneau des messages, ou bien message panel, ok. Donc le panneau des messages affiche les messages de Qtspim à l'utilisateur. Ici, lorsqu'on exécute, ou bien on simule une application, ou bien un programme, ici il y a Qtspim, le simulateur va nous afficher des messages qu'on va lire pour voir s'il y a un problème dans notre application ou bien des renseignements sur notre programme. Ok, donc ça en général, l'interface générale de notre simulateur Qtspim. On va revenir à notre simulateur. Vous voyez ici, donc c'est notre simulateur. Il y a l'interface ici, c'est-à-dire principale. Donc on a le file. Donc il faut toujours, l'étudiant, il faut qu'il prenne le temps de lire les différentes. Il faut c'est-à-dire vous développez l'habitude de lire et d'essayer de comprendre. Parce que déjà le menu, il contient, c'est-à-dire même la nomination des différentes, c'est-à-dire des différents onglets, c'est-à-dire même la nomination, elle a un sens. Donc il faut lire. Il faut le temps de lire et d'essayer, bien sûr. Donc ici, il y a le file. Donc déjà, il y a la première option pour pouvoir charger notre programme, donc load file en anglais. Recent file, c'est les fichiers qu'on a déjà ouverts. Et il y a la notion de sauvegarder, et ainsi de suite. Il y a le simulateur ici pour pouvoir manipuler les différentes, c'est-à-dire voir différents registres. Il y a les registres. Et il y a, c'est-à-dire le différentes. Il y a dans Windows ici la notion de console. La console, c'est la fenêtre qui va nous permettre de voir, c'est-à-dire les différentes exécutions. Vous voyez ici, la console, elle est affichée normalement. Elle va s'afficher quand on va charger un programme. Ok, bien. Donc, on va essayer un premier programme qui est lancé dans la fiche de TP que je vous ai, c'est-à-dire envoyé. Donc, on a ici le premier TP. Notre objectif du premier TP, c'est de se familiariser avec le simulateur MIPS. Ok. Donc ici, je corrige parce que j'aime pas trop les erreurs d'orthographe. Se familiariser, ER. Ok. Donc, notre premier TP, c'est le fait de se familiariser avec le simulateur MIPS, ok, ou bien le simulateur Qtspim. C'est-à-dire se familiariser avec le langage MIPS en utilisant l'outil, c'est-à-dire qui est le simulateur Qtspim. Donc, MIPS, c'est le langage, Qtspim, c'est l'outil qu'on utilise pour écrire des programmes en langage MIPS, d'accord. Il faut différencier entre langage et outil. Donc ici, se familiariser avec le langage MIPS. Il faut que je corrige. Très bien. Donc l'objectif du TP, le premier TP, c'est un TP très simple, mais notre objectif, c'est le fait de se familiariser avec le langage MIPS, langage assembleur. Et l'outil utilisé pour implémenter ou bien écrire des programmes en MIPS, c'est l'outil ou bien le simulateur Qtspim. C'est un simulateur du langage assembleur MIPS. Très bien. Donc le TP est le suivant. L'énoncé du TP est la suivante. Donc écrire et exécuter le code MIPS suivant. Donc on a un code ici qui est donné. On doit l'écrire et l'exécuter. Bien. Donc, quelles sont les étapes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, expliquer les différentes parties de ce programme en précisant le rôle de chaque instruction. Troisième question, que fait ce programme? C'est-à-dire après exécution, qu'est-ce qu'il fait? Et quatrième question, au lieu d'afficher Hello World, afficher Salam alaikum. Très bien. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour mieux réaliser ce TP et le réussir? Donc, premièrement, pour écrire notre programme en langage MIPS, en langage assembleur MIPS, il faut premièrement utiliser un éditeur de texte. Donc, il faut ouvrir l'éditeur de texte. Donc, il y a plusieurs éditeurs de texte. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Dans mon cas, par exemple, j'utilise le bloc-notes. L'éditeur de texte bloc-notes. Très bien. Une fois qu'on ouvre cet éditeur de texte, on va saisir le programme. Très bien, on va l'écrire. Une fois saisi, on doit l'enregistrer. Ici, il y a une remarque très importante. Lorsqu'on enregistre le fichier, il faut l'enregistrer avec le suffixe .s. Donc, ça montre que c'est un programme écrit en langage assembleur. Donc, on doit sauvegarder le fichier programme avec l'extension ou bien le suffixe .s pour que le simulateur Qtspim le reconnaît. C'est-à-dire reconnaît le fichier programme et le charge. Donc, on dit charger en anglais, en français, ou bien load en anglais. Donc, exemple, si je vais écrire donc, dans mon cas, j'ai lancé le bloc-notes ici. C'est-à-dire que j'ai utilisé
l'application que j'ai utilisée, donc mon éditeur de texte, j'ai utilisé l'éditeur de texte qui est installé par défaut avec Windows, le bloc-notes, d'accord, c'est ça. Donc j'ai lancé le bloc-notes, j'ai écrit mon programme, le programme ici qui est donné, ok, j'ai écrit ligne par ligne, et pour la sauvegarde, lorsque je voulais sauvegarder, je sauvegardais avec l'extension .s. On va voir ça ici. Donc j'ai créé un répertoire ADO, c'est-à-dire architecture des ordinateurs, et je vais sauvegarder mes TP. Donc vous voyez ici, vous voyez le fichier ici, fichier S, c'est le fichier extension .s, ou bien suffixe .s, pour que le simulateur peut le reconnaître. Très bien. Une fois qu'on a sauvegardé notre fichier, avec le suffixe .s, le nom, on donne n'importe quel nom. Dans mon cas, j'ai donné le nom tp1.s. Très bien. Donc, je lance mon simulateur Qtspim, on l'a déjà fait. Et puis, une fois qu'on va le lancer, on va ouvrir fichier ou bien file et on va lancer load et on va choisir le fichier tp1.s. On va le charger dans le simulateur et puis on va l'exécuter. Très bien. Donc, on va lancer le Qtspim, et là, on va lancer le simulateur. On va y aller vers File, Load File, ok. Donc, on va ouvrir le fichier, c'est-à-dire le répertoire du fichier qu'on a, c'est-à-dire écrit et sauvegardé avec le suffixe .s. Donc, ouvrir, bien. Une fois que j'ai chargé mon fichier, je vais l'exécuter s'il y a. Donc ici, il y a run, c'est-à-dire dans le fichier, il y a run, d'accord, mais il y a toujours des raccourcis. Donc ça, c'est le raccourci pour pouvoir exécuter notre programme. Et j'exécute. Donc, je vais ressortir la console pour voir. Donc, vous voyez qu'il m'a affiché Hello World. Donc, là, ici, donc la console, c'est la fenêtre qui affiche les résultats de l'exécution du programme assembleur. Donc, ici, il faut savoir que, c'est-à-dire on a répondu à la première question, on a écrit le programme et on l'a exécuté, très bien. La deuxième question, expliquer les différentes parties de ce programme. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, votre programme, c'est un programme qui est formé de plusieurs lignes. Donc, la première ligne, et bien sûr, il y a des directives. C'est-à-dire, il faut apprendre les directives du langage assembleur sous deux plans. Sous le plan syntaxique et sémantique. Syntaxique, comment la directive elle s'écrit, et sémantique, le sens de la directive. Donc je vous ai lancé ici un petit manuel écrit en français. Il faut le lire pour pouvoir apprendre les différentes directives de l'assemblage, c'est-à-dire de l'assemblage ou bien de langage assembleur. Donc par exemple, il y a la syntaxe et la sémantique. Par exemple, les commentaires dans un fichier assembleur commencent par le symbole dièse. Okay? Tout ce qui est situé entre le dièse et la fin de la ligne est ignoré. Donc pour faire des commentaires dans le programme, on utilise dièse. Un identificateur est une séquence de caractères alphanumériques de très bas, c'est-à-dire il nous donne les différentes façons de nominer nos identificateurs. Il y a par exemple les directeurs d'assemblage comme le ASCII, qui est une directive ou bien une directive qui enregistre en mémoire la chaîne de caractères. Bien. Il y a aussi, donc il faut prendre le temps de lire et d'apprendre toutes les différentes directives et bien sûr les appels système. Donc ce fichier-là va vous aider à apprendre ces directives et les appliquer dans les exercices de TP. Donc, je continue sur la deuxième question. Donc, la deuxième question qui dit expliquer différentes parties de ce programme en précisant le rôle de chaque instruction. Donc ici, on a la première partie, c'est la partie déclaration des données. Elle commence par un point, bien dot data. Il y a ici, on a utilisé la directive ASCII Z qui initialise la variable Bob au message ou bien à la chaîne de caractères Hello World. Il y a main qui est le début du programme. Il y a ici le LA $A0 Bob, donc c'est le contenu du message Bob est transféré dans le registre A0. Il y a aussi cette directive là LI $V04, c'est pour imprimer le contenu du registre A0. Il y a syscall, c'est un appel système pour l'affichage ou bien l'impression. Et puis on a ici le LI $V010, c'est pour
existe pour sortir du programme. Donc, ces différentes directives, l'étudiant doit les comprendre en lisant, bien les apprendre et les comprendre en lisant les manuels d'utilisation du langage assembleur et aussi en pratiquant des TP. Bien. Donc, ça, c'est la deuxième question. La troisième question, que fait ce programme? Donc, on l'a vu ici, dans la console. Le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un message « Hello World ». Très bien. Maintenant, on va répondre à la quatrième question. Au lieu d'afficher « Hello World », afficher « Salam alaikum ». Très bien. Donc, je vais ouvrir mon éditeur de texte pour voir mon programme. Ici, je vais changer. Au lieu d'écrire éditeur de texte, je vais écrire, au lieu d'écrire Hello World, Salam alaikum. Ok. Donc, très bien. Maintenant, je vais effacer Hello World. Bien. Donc, j'ai changé le contenu de la variable caractère, ou bien de la chaîne de caractères. Au lieu de donner la valeur, ou bien la chaîne de caractères Hello World, je donnais Salam alaikum. Ok. Donc, puisque j'ai changé dans le programme, je dois réenregistrer. Donc, enregistrer. Ou bien CTRL S. Très bien. Maintenant, je lance mon simulateur Qt-SPIM. Donc, puisque j'ai changé dans le programme, donc je dois le reloading, je dois le charger une deuxième fois. Donc, au lieu de faire file load, je vais utiliser ce raccourci-là qui réinitialise end load. Il fait une réinitialisation end load. Donc, il va réinitialiser le chargement. Donc, c'est un raccourci ici. Donc, réinitialiser. Donc, je vais recharger mon programme parce que j'ai changé dans le programme et je vais exécuter. Le raccourci de l'exécution. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a affiché Salam alaikum. Donc, au lieu d'afficher Hello World, il a affiché Salam alaikum parce qu'on a changé le contenu de la variable. On a utilisé Hello World, on a utilisé Salam alaikum. Très bien. Donc, ça, c'est un premier TP pour pouvoir se familiariser avec le simulateur Qt-SPIM. Et on a écrit un premier programme avec quelques directives de base. D'accord? Donc, cela termine notre premier TP du module architecture des ordinateurs. On va, la prochaine vidéo, on va faire le deuxième TP qui se trouve dans la fiche de TP que j'ai lancée ici. Bien. Donc, la deuxième fiche de TP, bien le deuxième TP, donc ça c'est TP1, TP2. Donc, objectif c'est l'appel système syscall, c'est-à-dire on va utiliser la directive syscall. Donc, on va écrire ce programme avec qui contient le syscall. Donc, le TP, vous voyez, on va essayer de programmer le deuxième TP. Donc, il faut écrire le TP et l'exécuter sur Qt-SPIM. TP3, la même chose. On a aussi un code, plusieurs directives. On va essayer de les voir et de les tester. Et bien sûr, on va après expliquer les différents changements ici au niveau des, c'est-à-dire après l'exécution de nos programmes, les différents changements des registres. On remarque ici par exemple le registre A0, il y a des changements dans les valeurs des registres, c'est sûr et certain. Donc pour le texte ici, on voit qu'on a notre programme, vous voyez, c'est le programme assembleur qui est écrit en italique, ok. Donc, bien, maintenant, très bien, cela termine notre premier TP concernant le module architecture des ordinateurs. Donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va faire d'autres TP avec d'autres directives. Donc, comme conseil, il faut essayer de consulter et de lire le manuel d'utilisation de Qt-SPIM ici pour pouvoir comprendre les directives et la manipulation des registres durant l'exécution d'un programme assembleur. Donc, je vous remercie de votre attention et bien sûr, à la prochaine vidéo pour un deuxième TP du module architecture des ordinateurs.